faire en sorte que d'un seul coup on ne soit plus malade, que d'un seul coup tout aille bien et qu'on redevienne performant et qu'on intègre de nouveau la société, le marché, etc., etc. Tout ça, c'est un leurre. Et non seulement c'est un leurre, mais ça permet l'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être encore une fois schématique, on se dit, bah, la France s'en occupe, la France. La Oui, science. la France aussi d'ailleurs. La France et la science. La science s'en occupe. Oui. Et puis finalement, pourquoi aller dépenser de l'argent dans des équipes, pour aider des associations, pour accompagner les malades. L'espoir, il est où aussi pour les parents, les associations, etc. Et surtout, je termine juste sur ce point, surtout sur le fait que le malade devient un cerveau, devient un patrimoine génétique, il n'est plus un sujet. C'est-à-dire que c'est plus monsieur Duquesne à qui on s'adresse, c'est un monsieur qui attend de symptômes, qui attend de troubles, et à qui on va donner des médicaments. C'est de plus en plus l'impression qu'on a quand on va à l'hôpital, souvent pour soigner d'autres choses, ou quelquefois on a l'impression d'être un numéro et d'être un... Vous savez ce que là vous êtes dans la maladie mentale, vous n'êtes pas dans la Donc c'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. L'espoir est où alors pour les familles? Si vous voulez, je crois quand même qu'il faut dire, et je confirme ce que dit le psychiatre, il y a eu des progrès dans les soins et dans l'accompagnement. C'est incontestable que entre la vie qu'ils avaient dans les asiles et la vie d'aujourd'hui, c'est pas comparable. Par les médecines, par des traitements, etc. Mais par tout ce qu'a dit le psychiatre, c'est-à-dire c'est pas une méthode. Nous, on dit 50%, par exemple, médicaments, puis 50% psychothérapie relationnelle. C'est une pathologie de la liberté. C'est une pathologie qui rend les gens... pathologie du lien. Bon, eh bien, vous ne traitez pas une pathologie de la liberté et du lien uniquement avec des médicaments ou uniquement avec de la psychothérapie. Et je vous assure, les progrès sont considérables. Moi, je témoigne que quand il y a un bon accompagnement, il faut six éléments pour une personne très malade. Nous, on les connaît par cœur. Les 1500 bénévoles de l'UNAFAM le connaissent par cœur. Il y a les soins, en 1. En 2, il faut leur donner des ressources, s'ils ne peuvent pas travailler. En 3, il faut leur donner un logement, parce que c'est indispensable qu'ils ne soient pas à la rue. 4, il faut un accompagnement. En 5, si nécessaire, une protection juridique. Et en 6, si la santé le permet, des activités. J'ai pas dit du travail, des activités. Accompagnement et soins, c'est pas. Alors attendez, excusez-moi. Les 6 points sont nécessaires. Et la caractéristique en psychiatrie, ce que nous faisons avec les professionnels, c'est que les 6 points sont liés. Ça veut dire que ça ne sert à rien de donner des soins s'il n'y a pas l'accompagnement social. Ça ne sert à rien de donner un logement s'il n'y a pas de ressources. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de faire avec les professionnels. Et je vous assure, le psychiatre citait ce qui se faisait dans l'Essonne. Quand on y arrive, c'est extraordinaire. Il y a une recherche d'autonomie qui est possible, mais à condition d'être accompagné. Et l'accompagnement, c'est par des professionnels. Par des professionnels et soins, c'est un petit peu la même chose. Non, mais il faut qu'il y ait une relation aussi qui s'instaure entre le médecin et son malade. Monsieur Duquesne, le professionnel, il ne peut pas 24 heures sur 24. Nous, on les appelle quand on a besoin des soins. Mais il y a tout le reste. Il y a la situation de handicap pour avoir des ressources, il y a le logement, et il y a les aidants de proximité. Nous, on dit qu'on est les veilleurs au quotidien. Et après, on verra en matière de sécurité, par exemple, qui est-ce qui allume les critères? Parce que nous, on a 3 critères pour la dangerosité. On va en parler avec le président Porcel de la dangerosité. Pour la prévention. Je vous admire, 1, 2, 3... Non mais attendez, je vous explique. Jusqu'à 6 pour les... Allez, je vais donner votre numéro de téléphone quand même à vous, l'UNAFAM, on le donne, je ne sais pas si on peut le voir là, puisque quand même, pour les personnes qui seraient comme ça devant une interrogation à cause d'un de leurs proches et de son comportement et seraient un peu désarmés sur la conduite à tenir, il y a un numéro qui est celui-là, qui est le 01 42 63 03 2 fois, 01 42 63 03 2 fois. Et là, ce sont des psychologues pendant les heures ouvrables, qui répondent pendant les heures ouvrables et qui peuvent un petit peu aider des familles dans la détresse quand même. Voilà, et qui aident vers le soin parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe et il faut absolument des aides. Il faut aider. Alors, un mot du docteur Guyader, et puis après, Serge Portelli, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Non. Alors. Moi, je reprendrai ce qu'a dit M. Caneva et ce qu'a dit M. Couchou à propos de cette question. Pour dire qu'en effet, ça demande beaucoup de choses. Ça demande un accompagnement extrêmement spécialisé. Hein. Je dénonçais tout à l'heure le problème de la formation en psychiatrie, pour dire qu'elle était aujourd'hui scandaleusement de faible niveau.
les infirmiers bénéficient d'un mois, un mois et demi de stage en psychiatrie pendant les 3 ans de leur formation et après travaillent à temps plein dans les services. Il y a un mois obligatoire dans toute la formation. Voilà. Donc ils connaissent très peu les questions qui touchent à la psychiatrie. Et d'autre part, insister sur le fait que, comme le disait M. Canva tout à l'heure, c'est au très long cours que ça se déroule, tout ça. Et donc, ton mot tout à l'heure concernant le coût, ça coûte très cher parce qu'on ne peut pas se déprendre de cette question au bout de 6 mois, ce qui tenterait beaucoup des financeurs. Plus cher que quelques médicaments donner ou quelques une bonne électrode, ça vous le dites. Voilà, c'est toute la vie. Mais 6 mois, c'est déjà énorme. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi le temps de passage de n'importe quel patient dans un service de psychiatrie. Non, mais quand on parle d'un service... C'est quelques semaines au plus. Non, mais le service ne s'arrête pas, ça n'est pas uniquement le lieu de l'hospitalisation. Je sais bien. Dans le service dans lequel je travaille, éventuellement les patients peuvent passer assez rapidement, mais sont vus tout de suite après au centre médico-psychologique et accueillis au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, et ce, à raison de 3, 5, 7, 10 fois par semaine. Vous savez très bien qu'il y a des critères de rendement, qu'il faut absolument faire sortir les patients le plus rapidement possible, parce qu'il y en a qui attendent, et qu'en attendant, le peu qui reste, ça coûte trop cher. Le problème, il est là. Que dit le juge Portelli alors sur la sécurité? Parce qu'on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, on assiste régulièrement à des faits divers dramatiques qui provoquent l'émoi de la population française comme des plus hautes instances qui la représentent et qui disent il faut en finir avec ça, et il n'est pas normal que des gens, que des schizophrènes, que des malades puissent sortir et commettre des agressions alors qu'on connaît leur dangerosité. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On dispose de quels moyens? La loi, c'est la loi de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous commettez un crime ou un délit, vous êtes puni de la peine ordinaire, sauf si, nous dit le nouveau code pénal qui date de 1994, vous avez des troubles psychiques ou neuropsychiques qui ont altéré ou aboli votre discernement. Donc, enfin, une fois qu'on sort du jargon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est vraiment complètement fou, excusez-moi, on ne peut pas être jugé, mais quand on est un peu fou, un peu, pas trop, mais enfin pas complètement, on peut vous juger, et à ce moment-là, qu'est-ce que doivent faire les juges? Parce que c'est pas simplement le juge, c'est aussi le jury de la cour d'assises. Ben, il en tient compte. Ah bon? Il en tient compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, effectivement, chaque année, de moins en moins de personnes qui sont vraiment, pour parler simple, totalement fous, ne vont pas en prison, sortent du circuit judiciaire, et que vous avez une masse de gens qui présentent des troubles très graves, qui sont parfois de vrais schizophrènes, de vrais paranoïaques, de vrais psychotiques, mais dont on nous dit « Ah oui, mais au moment où ils ont commis l'acte, non, ils avaient encore un peu de discernement. Après, ils sont redevenus psychotiques, c'est pas grave, on va les garder. » Donc ces gens-là, finalement, ce sont ceux qui peuplent les maisons d'arrêt, les prisons, et parfois pour des peines extrêmement longues. Et tout le monde a en tête un certain nombre de grands criminels. Enfin, je veux dire, je ne veux pas parler de Fourniret ou d'autres, mais je veux dire, quand on regarde le dossier, on se dit, mais comment se fait-il que cette personne soit jugée, je veux dire, apte à comparaître devant un jugement, apte à répondre? Parce que la responsabilité, c'est ça. Je veux dire simplement répondre de ce... Alors que la maladie est patente. Alors que la maladie est évidente pour tout le monde. Ça, c'est pour après. Mais pour avant, je vous renvoie à ce que disait Nicolas Sarkozy, justement, dans un de ses discours célèbres, après un de ces faits divers qui a fait beaucoup de bruit, une attaque, je crois, à Grenoble, où un psychotique s'en était pris à quelqu'un, un schizophrène, dans un bus. On l'écoute. Des malades en prison, c'est un scandale. Mais des gens dangereux dans la rue, c'est un scandale aussi. Je veux le dire les deux choses. Et qu'on ne vienne pas me dire c'est un cas de temps en temps. Parce que si c'était nous, un membre de notre famille, on ne dirait pas c'est un cas de temps en temps. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation. Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. Enfin, nous allons aménager 200 chambres d'isolement à la sécurité renforcée destinées aux patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel. Alors voilà pour ce discours-là. Il nous reste très peu de temps, donc on va aller très vite, puisqu'il y a quand même un projet de loi qui a été
de Roselyne Bachelot qui a été mis en place depuis. Il n'a pas encore été voté, il le sera dans les courants des mois qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de contraintes avant que les gens ne perpétuent un crime éventuel? Surtout pas ça. Surtout pas ça. Parce que là, on a de la démagogie, mais c'est presque la définition à l'état pur de ce que c'est que la démagogie. Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens aussi qui disent mais on aurait pu éviter ça, parce qu'on savait. Mais attendez, est-ce qu'on peut éviter les crimes et les délits qui se commettent tous les jours et par des gens dont on n'avait jamais entendu parler? Est-ce que vous voulez absolument vivre dans une société sans risque? Oui, d'accord. À ce moment-là, vous mettez des camps, des miradors et des gardiens à tous les coins de rue. Vous dites les soins contraints, vous dites non. L'enfermement éventuel? Non. Mais à partir du moment où il y a un certain nombre de signes, effectivement, le psychiatre savent parfaitement déceler ça. Par contre, si on essaye de prévenir tout, parce qu'on est à ce moment-là dans ce qu'on appelle le principe de précaution, qui existe en matière d'environnement, mais le principe de précaution appliqué à l'homme et à la folie, c'est juste le début du totalitarisme. Oui, un mot là-dessus. Un mot juste. Et rapidement, tout à fait. Le droit... Il y a 3 lois qui concernent les personnes malades, la protection juridique, le soin sans consentement et l'article 121 du Code pénal. Ces 3 lois ont pour objectif de protéger la personne. C'est pas de protéger quiconque, c'est de protéger la personne malade parce qu'elle est fragile. Donc les lois sont pas mal faites du tout. Elles protègent la personne. Et sur la loi, le projet de loi, je vous le dis très sincèrement, dans l'état où il n'est pas acceptable parce que aujourd'hui, le préfet, lorsqu'il y a conflit entre le psychiatre et le préfet, il a le dernier mot. Ça, c'est pas supportable. Sur le point de savoir si quelqu'un qui est hospitalisé a le droit ou non de sortir. C'est ça. Donc c'est le préfet n'est pas son avis qui dominerait. Et enfin, pour être positif, la seule réponse à la dangerosité, c'est l'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure, au préalable. Au préalable. Un mot, et après le psychiatre pour terminer sur cette idée-là. Je voudrais dire deux choses. Des soins contraints, si c'est possible. Je voudrais dire 2 choses par rapport à ce qu'on vient d'entendre. La première, c'est pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec le Président, le meilleur moyen de limiter les risques, et là je suis d'accord avec Serge Portelli, une société sans risque, ce serait quand même très très préoccupant. Mais le meilleur moyen de limiter les risques, c'est de donner les moyens à la psychiatrie, celle que fait Michael Guyader dans l'Essonne ou d'autres, qui accompagne, qui suit, qui soigne. Je crois que l'expérience montre que chaque fois qu'il y a eu un problème de ce genre, il y avait ce qu'on appelle une rupture de soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un abandon et les gens se sont retrouvés... C'est ce à quoi on assisterait éventuellement ces cas-là. C'est pour répondre à votre question. Dans ces cas-là. Juste deuxième point, très rapide. C'est quand même, ça mérite d'être dit. Je crois qu'avec ce discours, on assiste à un tournant. C'est-à-dire qu'on parle de dérive sécuritaire. Moi, je dis qu'on va même plus loin qu'une dérive sécuritaire. Il y a une tentative, y compris les médias ayant leur responsabilité de ce point de vue, parce que Borrell fait un documentaire où on ne parle pas que de la dangerosité, mais je veux dire, il y a une tentative de criminalisation de la maladie mentale, c'est-à-dire une tentative de montrer un groupe de citoyens comme étant dangereux. Et ça, c'est pas simplement dangereux pour les malades mentaux, c'est dangereux pour nous aussi. Mais je vous bouscule parce qu'on a épuisé le temps en principe. Oui, moi je ne répondrai pas à propos de l'intervention du président, je veux dire, qui se caractérise, me semble-t-il, par une passion, celle de l'ignorance. Donc je ne vais pas reprendre ça. En revanche, concernant la loi, nous soignons des patients tous les jours et pendant des années, n'est-ce pas ? Rajouter une loi aux lois existantes, etc., ne ferait qu'une chose. Ça ne permettrait pas la continuité des soins. Ça va permettre la continuité de la contrainte. Donc vous dites en clair, c'est une fausse piste. La vraie piste, ça reste de donner des moyens pour que la psychiatrie puisse travailler. Il y a des vraies questions comme celle de Saint-Égrève, et il y a de très mauvaises réponses comme cette loi promet d'en être une. On a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté de faire un petit peu, je dirais pas le tour de la question, elle est trop vaste, mais en tout cas d'éclairer certains des points qui nous interpellent, nous, quand on parle de folie. Voilà, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, à commencer par Cécile Sixou. Je vous renvoie vers notre site internet pour des questions, des suggestions, des critiques, des remarques, etc. Et puis revoir l'émission aussi. Je vous précise que dans une semaine, Élise Lucet animera un autre débat autour de la beurgeoisie. J'ai bien dit la beurgeoisie, et non pas la bourgeoisie. Et moi, je vous dis à bientôt sur Public Sénat.